Querelle de procédure entre magistrats autour de la boîte noire de l'Airbus A320 accidenté à Mulhouse. Le juge d'instruction dessaisit du dossier. Au Mexique, 3 jours après l'élection présidentielle, on attend toujours les résultats définitifs. Le président en place et le candidat de l'opposition se déclarent élus. Une chose est certaine, on a beaucoup fraudé. Un culte pour les animaux. Ce matin, en Allemagne fédérale, un pasteur entendait ainsi protester contre la vivisection qu'il assimile à une véritable torture. Un sermon pour brebis rassemblées retransmis en direct à la télévision. Madame, monsieur, bonjour. Les animaux ont-ils une âme? C'est une question que l'on pourrait poser à ce pasteur protestant d'une localité du sud-ouest de l'Allemagne fédérale, qui ce matin, en direct à la télévision et devant plus de 15 millions de téléspectateurs, a célébré un culte devant une véritable arche de Noé. Il entendait ainsi protester contre la pratique de la vivisection, les expériences sur des animaux vivants, qu'il assimile pour sa part à une véritable torture. Et parmi les brebis égarées rassemblées devant ce temple, notre correspondant en Allemagne fédérale, Philippe Rochon. Des fidèles pas comme les autres pour le culte de ce dimanche devant le temple protestant de Glauberg, un village d'1 millier d'habitants dans le sud de l'Allemagne. Le pasteur Michael Blanke avait invité des animaux. Les oies, les chiens, les cochons étaient venus avec les paysans de la région. Le thème du service religieux était la défense du droit des bêtes, le combat contre la vivisection. Pacifiste convaincu, le pasteur Blanke a dénoncé les supplices infligés aux animaux dans les laboratoires scientifiques. Les chants s'adressaient d'abord à ces fidèles aux 4 pattes qui ont suivi le service religieux. En maltraitant les animaux, disait-il, nous nous maltraitons nous-mêmes. Ce culte aurait dû se dérouler à l'intérieur du temple, mais des voix se sont opposées à cette cérémonie et c'est dehors que le pasteur Blanke a dû rassembler ses fidèles. En revanche, pas de querelle entre les animaux qui sont restés d'une sagesse exemplaire. Les chiens et les chats avaient fait la paix. Le père Blanke a même invité les fidèles à retirer leurs chaussures, car Dieu, dit-il, n'aime pas le bruit des pas, marchons en silence. C'est la première fois que la télévision allemande retransmettait une telle cérémonie qui a pu être suivie par 15 millions de téléspectateurs. L'accident de l'Airbus A320, il y a 2 semaines maintenant, fait l'objet d'une polémique au tribunal de Mulhouse. Polémique entre le juge d'instruction et le président du tribunal de grande instance qui l'a dessaisi du dossier. Le juge avait protesté la semaine dernière contre l'examen des fameuses boîtes noires par les services de l'aviation civile sans contrôle judiciaire. Mais dans ce domaine, la législation est complexe. Jacques Violet. Sur place, le soir même de l'accident, Daniel Tenenbaum, le directeur de l'aviation civile, obtient l'accord du procureur de la République pour prendre les boîtes noires et les rapatrier sur Paris. Le décryptage commence dans la nuit même. Une instruction ministérielle du 3 janvier 1953 autorise en effet l'aviation civile à mener l'enquête technique, je cite, en collaboration confiante et loyale avec l'enquête judiciaire. Ce que reproche Germain Sangelin, juge d'instruction, c'est qu'il n'y ait pas eu de procès-verbal d'accompagnement. Le juge chargé de l'enquête n'aurait été nommé que 48 heures plus tard. La DGAC, l'aviation civile, a donc travaillé seule plusieurs jours sur ces seules pièces à conviction infaillibles de l'accident. Les boîtes noires, identiques à celles-ci, enregistrent tout ce qui se dit à bord ainsi que tous les paramètres techniques du vol. Dans le cas de l'accident du A320 de Mulhouse, la DGAC aurait même dû faire appel à des spécialistes d'Airbus Industrie, le constructeur de l'avion, pour analyser certaines données techniques de cet avion tout récent et mal connu. Le syndicat national des pilotes a demandé la saisie de tous ces équipements. Les originaux, les bandes sonores et un dossier de transcription de données techniques sont aujourd'hui sous scellés. L'aviation civile continue son travail d'enquête, mais avec des copies qui ont été effectuées de toutes ces pièces à conviction. Au chantier naval de Saint-Nazaire, c'est aux alentours de minuit, la nuit dernière, que le conciliateur venu de Paris a publié un communiqué dans lequel il estime que les conditions sont désormais réunies pour une reprise du travail. On sait que le conflit entre syndicats et direction porte sur un plan prévoyant au départ 135 départs sous forme de congés de conversion. La grève dure depuis 1 mois maintenant à Saint-Nazaire. Quelles ouvertures ont permis de faire évoluer la négociation qui semblait vraiment bloquée? Christophe Martin. C'est ici que syndicats et direction des chantiers de l'Atlantique se sont réunis hier pendant près de 10 heures.
Même si la direction se refuse ce matin à tout commentaire sur le contenu des discussions, une lueur d'espoir est apparue. Selon la CGT, la direction des chantiers s'engagerait à garantir le reclassement des 135 personnes en congé conversion. Un reclassement à l'intérieur du groupe Alstom ou dans d'autres entreprises. Ces 135 congés conversion, c'est la pierre d'achoppement du conflit qui paralyse l'activité des chantiers depuis maintenant 4 semaines. Les syndicats exigeaient le retrait pur et simple du projet, mais aujourd'hui, au vu des engagements de la direction, ils seraient prêts eux aussi à faire un pas pour sortir du conflit. C'est demain que l'on saura si oui ou non le travail peut reprendre au chantier de Saint-Nazaire. Le personnel en effet s'y réunira en assemblée générale. Étranger qui a gagné les élections présidentielles mexicaines. 3 jours après le scrutin et quelques heures avant l'annonce officielle, le candidat officiel du parti en place, M. Salinas, et son principal adversaire, M. Cárdenas, se déclarent tous les deux élus. L'opposition dénonce la corruption, la fraude électorale qui aurait atteint des sommets à l'occasion de cette élection. Et bien malgré cela, le résultat reste incertain. Bernard Benjamin. À ma gauche, Cuauhtémoc Cárdenas, 54 ans, candidat de l'Alliance de centre-gauche, le Front démocratique national. Il a annoncé hier soir sa victoire aux élections présidentielles du 6 juillet. À ma droite, Carlos Salinas, 40 ans, candidat du PRI, le parti révolutionnaire institutionnel qui contrôle le Mexique depuis 59 ans, lui aussi affirme avoir remporté les élections. À quelques heures de l'annonce officielle des résultats, la confusion est extrême dans tout le pays, d'autant que cette situation est une première. Depuis 1929, jamais le parti au pouvoir n'a perdu une seule élection. Comment en est-on arrivé là? Il semble que la fraude ait été moins importante cette année, même si on murmure dans la capitale mexicaine qu'au vu des premiers résultats, la direction du PRI, prise de panique, a ordonné l'arrêt des ordinateurs, un peu trop impartiaux à son goût. Reste que la majorité des Mexicains ne se fait pas beaucoup d'illusions. L'emprise du parti gouvernemental est trop grande dans tous les rouages politiques, économiques et sociaux du pays pour que la victoire puisse lui échapper. En mer du Nord, le mauvais temps qui règne aujourd'hui ne permet pas aux pompiers du pétrole, le pompier volant Red Adair, l'américain Red Adair et à son équipe d'opérer dans les meilleures conditions pour tenter de réduire définitivement les incendies et de réamorcer le pompage du pétrole. La presse britannique se fait l'écho aujourd'hui d'informations selon lesquelles cette plateforme était la plus dangereuse de la mer du Nord. Par exemple, certaines constructions d'habitation étaient en bois et en fibre de verre, des matériaux qui ne sont pas précisément particulièrement résistants au feu. Comme toutes les idées simples, il fallait y penser. Celle-ci ne coûte pas cher et peut vous éviter de dépenser gros. Il s'agit d'offrir à vos enfants des séjours linguistiques sans quitter votre ville. L'anglais sans peine, sans mal de mer ou le mal du pays. Enquête de Sylvie Sarzana. Pour apprendre l'anglais, il faut quitter sa famille, franchir la Manche, vivre soudain avec des inconnus. Pourquoi faire si compliqué quand on peut faire simple? Voilà, je vais passer le week-end chez mon correspondant anglais. Tu y vas souvent? Oui, 2 fois par mois. Tu prends le train? Non, je vais prendre l'autobus, il y a 4 stations d'ici, c'est tout près. Faire des échanges toute l'année à 2 pas de chez soi avec une famille anglaise. On choisit un copain avec des frères et sœurs sympathiques parmi les 25 000 foyers anglais installés en France. L'école active bilingue Janine Manuel de Paris a trouvé parmi eux de nombreuses familles d'accueil. Ça améliore beaucoup mon anglais parce que je parle seulement anglais. Si c'est des personnes qui ne parlent presque que anglais, presque pas du tout en français, donc c'est bien mieux. Je trouve des nouveaux amis. Je fais des choses vraiment françaises. Would you like some jelly for tea? On vit à l'anglaise. Les parents se connaissent, se sentent sécurisés, pas de déconvenues, pas de mauvaises surprises, pas d'isolement en terre étrangère et pas de traumatisme à redouter. Ça va le libérer psychologiquement pour parler et il aura une adaptation plus facile en partant dans cette famille. Et vous, est-ce que vous avez progressé en anglais? Non, pas vraiment, mais en tout cas, c'était pas le but de l'opération. Enfin, un tout petit peu quand même.
Aux rencontres internationales de photographie d'Arles, les photographes chinois s'exposent. On peut y rencontrer le vétéran, il a 88 ans, vétéran de la pellicule chinoise, celui qui a photographié la Longue Marche et immortalisé Mao Tse-tung. Mais aussi des artistes moins officiels, plus jeunes, aux clichés inattendus et qui ont encore beaucoup à faire pour nous révéler un pays toujours très secret. Jean-Jacques Dufour. Mieux vaut voir une fois qu'entendre 100 fois. C'est ce que disaient, paraît-il, les 6 photographes chinois présents à l'inauguration de l'expo sur la Chine. Parmi eux, le maître incontesté de la photo chinoise, Yu Wingxian. L'homme qui a fait en 1938 au camp de Yan'an les portraits de Mao Zedong et de ses compagnons. Les clichés révolutionnaires de ce vieux monsieur à lunettes ont fait le tour du monde. Âgé de 88 ans, Yu représente la photo chinoise d'hier. La relève, c'est la génération qui, n'ayant pas ou peu connu le choc de la révolution culturelle, s'engage dans une production d'images plus libre, comme par exemple Zhang Gai-er, 31 ans, diplômé de l'Institut des Beaux-Arts de Canton. Ces photos illustrent l'évolution de la société chinoise. Soucieuses de nous montrer le travail quotidien de ces photographes venus d'ailleurs, les rencontres d'Arles ont judicieusement demandé à Christian Héroux d'Antenne 2 une série de portraits vidéo réalisés sur place. Projetés dans les arènes lors d'une soirée en hommage à Yu Wingxian, nous avons pu nous apercevoir que ces professionnels avaient, en plus de leur technique, un look d'enfer. Les photos de Go Yuan, il y a quelques années, n'auraient vraiment pas fait plaisir à la bande des 4, et pourtant, ça aussi, c'est révolutionnaire. L'écologie, c'est, vous le savez, protéger la nature, protéger les animaux de l'homme. Et dans une île bretonne, eh bien, la télévision s'est mise au service de l'écologie, au service de la nature. Regardez, José Blanc-Lapierre. Il y a du nouveau dans la vie des fous de Bassan. L'idée est venue de Denis Bredin. Les oiseaux, c'est sa spécialité. Seule une poignée de scientifiques comme lui a le droit d'accoster sur l'île Rouzic, au large de Perros-Guirec. Les touristes doivent se contenter d'un tour de l'île en bateau. Dommage, se disait l'ornithologue. Alors, pourquoi pas une caméra, simple mais unique en son genre. Grâce à un faisceau hertzien, les images et le son parcourent 15 km de distance et sont reçus en direct sur un écran installé dans la station ornithologique d'Île-Grande. Une télécommande permet d'orienter l'objectif. Travelling, zoom avant, zoom arrière, essuie-glace et lave-glace incorporés. Mais la caméra ne sert pas qu'aux touristes. Elle nous permet de suivre les oiseaux depuis leur arrivée, donc ils arrivent fin janvier, début février, de voir quand ils arrivent, de voir l'évolution de leur comportement de reproduction, de voir les dates de ponte, de voir sur certains secteurs échantillons le nombre de pondus, le nombre de poussins qui s'envolent. Et on est en train actuellement de mettre en place un programme de marquage coloré avec des bagues et des numéros. Donc ça nous permettra de voir d'une année à l'autre si les oiseaux reviennent au même endroit et si les jeunes nés sur la colonie reviennent et quelles proportions reviennent. Regardez bien. Ces oiseaux très rares sont des macareux. Chaque marée noire leur est fatale. La caméra permettra de les repérer plus vite et peut-être de les sauver. Cet hiver, 300 oiseaux de grand large ont été démazutés au centre de soins d'Île-Grande. Rouzic est le dernier point d'ancrage des oiseaux des mers du Nord avant l'équateur. Quand les bateaux ouvrent leurs vannes, l'île devient la seule chance de survie des 6000 couples de fous de Bassan. Sport, golf, tournoi Open féminin à Saint-Germain-en-Laye, c'est une Française qui était en tête hier soir, Marie-Laure de Lorenzi-Tailla, qui sera d'ailleurs l'invitée de notre dernier journal ce soir. Ce matin, elle est encore en 3e position. Hier, elle avait battu le record du parcours. Et si je vous parle de golf, c'est que nous allons rejoindre pour la météo à Saint-Germain-en-Laye José Blanc-Lapierre, à qui nous avons délivré ce matin un billet de sortie. Je voudrais bien l'avoir sur mon écran. La voici.
où sont réunies les meilleures golfeuses du monde, eh bien les conditions météo sont idéales. Il y a juste un petit peu de vent qui peut les gêner parfois pour jouer, mais finalement qui est favorable car il fait chaud. Il évitera donc toute déshydratation pour ces joueuses. Il fait 25 degrés cet après-midi à Saint-Germain-en-Laye. Il fait très beau partout d'ailleurs, comme vous allez le voir sur cette carte très ensoleillée. Seule petite inquiétude, donc des nuages qui sont en train d'arriver sur la Bretagne, la Normandie et des risques d'orage ce soir, peut-être sur l'Aquitaine. Les températures sont élevées partout. Elles s'échelonnent de 17 à Cherbourg jusqu'à 32 degrés à Nîmes, en passant par 27 à Lyon. Demain, voici la tendance. Malheureusement, c'est une tendance à la dégradation avec ces nuages qui vont pénétrer dans le pays, donneront quelques pluies éparses des Pays de Loire jusqu'aux Ardennes. Beau temps maintenu et fixe dans le midi, c'est promis. Voilà donc, Daniel, de très bonnes conditions météo, en tout cas aujourd'hui, pour ces golfeuses. Voilà, merci et bronzez bien. On se retrouve tout à l'heure à 20 h. Je vous souhaite une excellente après-midi sur notre chaîne. À tout à l'heure.